Alors bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Premièrement, quelques mots sur nous. Je suis accompagnée de Lise Langlois, professeure au département de relations industrielles de l'Université Laval, de Isabelle Hudon, étudiante au doctorat, et autre collaborateur sur ce projet, Olivier Charpateau. Je suis moi-même de l'Université Laval, département de management, mais je suis impliquée dans ce projet un peu à double titre, puisqu'au-delà de mon métier comme professeur d'administration, je suis aussi membre de conseil d'administration depuis de très nombreuses années et je suis formatrice au Collège des administrateurs de société, qui est le grand frère du programme offert par l'IFA. Et donc, j'ai eu l'opportunité de fréquenter plus de 700 administrateurs qui ont été processés à travers nos 15 jours du programme. Donc, j'ai une position qui m'a permis de voir, d'être témoin de l'évolution de la sensibilité éthique chez ces gens. Et nous sommes servis notamment de ce réseau pour recruter les gens qui nous ont parlé. Alors, quelques mots sur ce qu'on va traiter avec vous. On va vous parler de la recherche que nous menons de façon collaborative entre l'équipe d'Olivier, Paris-Dauphine, et notre équipe à nous, à l'Université Laval. Nous présenterons quelques résultats préliminaires. Évidemment, il y aura une conclusion. Pourquoi parler de la sensibilité éthique? On reconnaît de plus en plus, à la fois au sein de la littérature scientifique et plus généralement dans les médias sur la gouvernance, cette question qui survient chaque fois qu'il y a une crise, et la question c'est où était le conseil d'administration? Quand la crise survient, évidemment, a posteriori, on a une lecture 20-20 et on se dit, ben, c'était évident que c'était une mauvaise décision, pourquoi a-t-elle été prise? Il y a de plus en plus des organisations qui exercent cette vigie sur les bonnes ou surtout les mauvaises décisions que prennent les conseils d'administration et les facteurs qui entraînent ces états de choses. Il y a un appel à une plus grande transparence, il y a une plus grande responsabilité des conseils d'administration et ça, on le voit chez nous et on le voit partout à travers le monde. On a de plus en plus aussi la mise en place d'organes de régulation de ces conseils d'administration ou encore cette discussion sur la tension entre faut-il les réguler de l'extérieur ou les conseils sont-ils capables de s'auto-réguler pour éviter les dérives dont nous avons tous été témoins. Lorsque des études ont porté sur le fonctionnement des conseils d'administration et les facteurs qui pèsent lourd dans la prise de décision, on a pu noter de façon répétée la prédominance des préoccupations de type légal et donc cette assurance qu'on se donne d'avoir respecté les exigences de la loi et dans bien des cas, le sentiment, de notre point de vue inapproprié, mais il est là tout de même, qu'en appliquant ces bases minimalistes du vivre ensemble, on satisfaisait à nos obligations. La question qui a émergé de tous ces constats, pour nous, a été: et cette personne qui siège à un conseil d'administration, qui est-elle? Comment fonctionne-t-elle? Perçoit-elle ces tensions entre différents désirables ayant des impacts différenciés, touchant différemment plusieurs parties prenantes? Et comment fait-elle pour elle-même et au sein du Conseil les arbitrages? Comment contribue-t-elle ou pas à une décision collective où sa sensibilité éthique aurait pu être mise à profit pour une meilleure décision collective? Alors, notre question de recherche, c'est: la sensibilité éthique peut-elle se manifester dans un processus décisionnel complexe? Quelle est la place de la sensibilité éthique en conseil d'administration? Comment s'exprime-t-elle? Et quelles sont les conditions facilitantes ou contraignantes à son expression? Alors, ma collègue Lise va poursuivre. Alors, étant donné que nous parlons beaucoup d'éthique et de sensibilité éthique, il va de soi qu'on va vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par éthique. Alors, l'éthique, pour nous, elle est liée à la délibération et à la prise de décision plutôt qu'à la seule exécution des règles, des normes et des directives.
Nous voyons l'éthique comme étant une réflexion sur les normes, les pratiques et les valeurs qui motivent l'action ou la prise de décision. Donc, d'une certaine manière, l'éthique valorise certaines manières d'être et de faire les choses. Elle fait appel à la capacité de réflexion et à l'autonomie des agents, ce que nous appelons souvent une forme d'autorégulation. La règle et la loi appartient plus à l'hétérorégulation parce qu'elle est extérieure à l'individu. Et c'est le rapport de ces agents à la règle qui est pensé en fonction d'une médiation par les valeurs. Donc, si on obéit, par exemple, à la règle, c'est parce que celle-ci ou les comportements qu'elle exige actualisent une ou plusieurs valeurs qui sont jugées importantes pour l'agente. Donc, pour nous, l'éthique fait vraiment partie d'une capacité de réflexion qui va s'exprimer dans la délibération. Mais avant d'en arriver à exercer cette capacité de réflexion, il s'avère important de regarder qu'est-ce que la sensibilité éthique, car pour nous, la sensibilité éthique, c'est la porte d'entrée à cette capacité réflexive. Donc, la façon dont on définit la sensibilité éthique, si on regarde la littérature, on voit qu'il y a plusieurs définitions dans de nombreuses disciplines professionnelles, mais peu sont consensuelles et généralisables. Donc, on vous en propose une ici sur laquelle, personnellement, j'ai approfondi ce concept depuis quelques années. Et la façon dont on le définit, c'est que la sensibilité éthique est vraiment conçue comme étant une aptitude, donc elle appartient à la capacité, une aptitude à s'interroger de manière consciente sur les situations complexes, et ce en maintenant une attitude authentique, ouverte et critique face à soi-même et aux autres. Et lorsqu'elle est développée, la sensibilité éthique permet de percevoir les valeurs, les normes et les principes qui sont fragilisés, non respectés ou mis de côté. Cette capacité se révèle en particulier aussi, pas seulement, mais lors de dilemmes éthiques. Et un dilemme éthique, pour nous, c'est vraiment un conflit de valeurs qui est vécu par une personne qui rend chez elle la prise de décision difficile en vue d'une action. Donc, outre le concept de sensibilité éthique, ce qui est sous-jacent à cette sensibilité éthique, on s'est aperçu qu'il y avait trois dimensions morales ou éthiques. Nous ne faisons pas la distinction entre morale et éthique, car ils sont reliés ici aux mœurs, qui sont importantes et qui sont reconnues dans le champ de la théorie morale et de la psychologie morale, qui sont la sollicitude, la critique et la justice. Donc, la priorité quand on a une sensibilité éthique, je dirais tournée vers la sollicitude, c'est que la priorité est accordée à la protection et au bien-être des personnes. Et le respect de la dignité de l'autre devient une valeur absolue. Donc, c'est quelqu'un qui peut exercer une sensibilité exclusivement, par exemple, tournée vers la sollicitude. Mais il y a aussi une autre dimension qui est reconnue, qui est la dimension de l'éthique de la critique. Alors, ceux qui ont une sensibilité éthique tournée vers l'éthique de la critique, c'est que la motivation à agir repose sur l'émancipation des individus, la promotion de l'équité et la recherche, par exemple, d'une plus grande transparence dans les arrangements. Donc, on va ici questionner sur comment sont faites les choses, comment ils ont été établis. Et la dernière dimension qui est l'éthique de la justice, la motivation à agir pour ceux qui exercent la sensibilité éthique sous cette lunette vise à assurer, par exemple, la conformité et l'égalité des pratiques et des processus. Donc, c'est tout notre rapport à la règle. Alors évidemment, on peut avoir ces trois dimensions intégrées parce que les trois dimensions doivent être vues en étant interdépendantes, comme on peut en exercer une seulement parce que les deux autres sont peut-être mis en veilleuse dans notre réflexion éthique ou lorsqu'on perçoit des enjeux éthiques. L'autre aspect sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le mot ici amoral.
Donc, ceux qui ne peuvent exercer leur sensibilité éthique, je vous rappelle ici que c'est vu comme étant une capacité, donc il est possible de développer la sensibilité éthique. Eh bien, il y en a qui choisissent délibérément d'exclure la dimension morale ou la dimension éthique dans la prise de décision. Donc, c'est ce qu'on appelle la sphère amorale. Et cette sphère-là, quand on veut être dans cette posture, on peut l'être de façon intentionnelle, c'est-à-dire que je choisis d'exclure cette dimension-là dans la prise de décision, dans mes délibérations, ou je le suis de façon non intentionnelle, c'est-à-dire que cette capacité-là n'est pas développée, n'a pas été exercée, puis il est possible, ce qu'on a vu dans d'autres travaux, de la développer via des programmes de formation spécifiques par l'éthique, par exemple, ou d'être sensibilisé par les 3 dimensions, là où on peut avoir un regard qui intègre justement cette perception-là des enjeux éthiques. Donc, cette dimension-là, amorale, vient, si on veut, se positionner par rapport à ceux qui pour eux, c'est un élément prioritaire d'inclure dans la délibération éthique la dimension morale au détriment de ceux qui veulent l'exclure. Donc, suite à ces précisions-là sur les concepts qui sont utilisés dans ce projet de recherche, nous allons enchaîner avec la méthodologie que nous avons utilisée. Donc, c'est une méthodologie qui s'inscrit dans une approche qualitative, c'est-à-dire que nous avons fait des entrevues à partir d'un guide d'entretien. Nous avons réalisé 28 entrevues, 17 en France et 11 au Québec, auprès d'administrateurs provenant d'une diversité de tailles d'entreprises et de secteurs économiques. Nous avons utilisé la saturation de données. Alors, c'est une méthode qui vise à définir la taille de l'échantillon, simplement. Et nous avons, chez la cohorte québécoise, 5 hommes, 6 femmes, 5 venant d'entreprises publiques et 6 d'entreprises privées. Et chez la cohorte française, 15 hommes et 2 femmes, donc 5 d'entreprises publiques et 10 d'entreprises privées. Ces administrateurs proviennent de 3 catégories, c'est-à-dire des administrateurs salariés ou des représentants d'actionnaires ou des indépendants. Et en moyenne, nous avons rencontré des administrateurs qui avaient entre 2 à 30 ans d'expérience au sein des conseils d'administration. Et cette collecte de données a été faite à partir de 3 réseaux: l'Institut français des administrateurs, le syndicat CFE-CGC et le Collège des administrateurs de société. Alors, je vais passer la parole à Isabelle pour les résultats. Donc, si je vous fais Merci. Si je fais un portrait général, les grandes lignes de ce qui est ressorti de notre analyse des données, c'est qu'un souci important chez les administrateurs, c'est de retrouver une cohérence entre les décisions qui sont prises au conseil et les valeurs affichées de l'organisation. Ensuite, les valeurs dont ils ont fait mention parce qu'ils les défendaient, parce qu'elles étaient importantes pour eux, sont celles de la transparence, de l'honnêteté, de l'intégrité, qui rejoignent beaucoup leurs préoccupations pour une authenticité dans le rôle de l'administrateur, dans ce qu'il fait, une cohérence, une indépendance. Donc, on parle d'être là pour les bonnes raisons, d'éviter les conflits d'intérêts, d'avoir le courage de prendre la parole, de questionner, d'affirmer son désaccord, puis une indépendance d'esprit, une capacité à être critique. Donc, si on reprend les concepts qui vous ont été expliqués précédemment et qui nous ont servi pour analyser les données, on peut voir comment, à partir des propos des participants, certaines éthiques, chacune des 3 éthiques sont mobilisées. Donc, si on reprend l'éthique de la sollicitude, qui n'était pas la plus présente dans le propos de nos administrateurs, ça va se manifester par un souci envers le personnel des organisations, un souci pour les conséquences potentiellement négatives de leurs décisions sur le personnel des organisations, un souci pour que le personnel ait une satisfaction au travail, une réalisation de soi au travail, et puis un souci pour l'environnement. Ensuite,
à peu près, disons, un tiers de nos participants ont manifesté une certaine éthique de la critique qui se manifeste par la dénonciation de privilèges, la dénonciation du manque d'indépendance de certains administrateurs, et puis un questionnement sur la manière dont les arrangements, les décisions, les responsabilités ont été établis. On a mis le concept d'indépendance ici relié à celui de la critique parce que c'est vraiment ce qui est ressorti de ceux en fait, disons, ceux qui accordaient énormément d'importance à ce que les administrateurs soient indépendants dans leur prise de décision, dans leur positionnement par rapport au débat, étaient beaucoup dans l'éthique de la critique, en fait. Et on par ailleurs mentionné que certains de leurs collègues se réfugiaient dans une certaine éthique de la justice, qui est à peu près la majorité des gens, c'est-à-dire que leur préoccupation principale, c'est de suivre la règle, de se conformer à la règle, d'être dans l'intérieur des lois, du légal et des normes. Leur responsabilité, disons, pénale par rapport au fait d'être administrateur prend une importance particulière. Ensuite, certains participants aussi se situent dans la moralité, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment privilégier la rentabilité, l'efficacité de l'organisation, mais sans inclure de considérations morales dans leurs préoccupations, puis bon, donc une certaine efficacité technique. Puis ce qui, bien sûr, comme on disait, pour exprimer une sensibilité éthique, disons, idéale, c'est d'avoir, de mobiliser ces trois éthiques, c'est-à-dire celle de la sollicitude, celle de la critique et celle de la justice dans un certain équilibre pour arriver éventuellement à une cohérence qui est recherchée par les administrateurs, en tout cas du moins dans leur discours, c'est quelque chose qu'ils recherchent énormément, une cohérence entre mission, vision, valeur et ce qu'ils font au sein des conseils d'administration. Oui, donc, quand je vous parlais de ceux que des personnes qui se réfugieraient un peu dans le respect des procédures et des normes, on peut faire un lien ici avec certains scandales qui ont eu lieu dans les dernières années, qui font qu'on est de plus en plus soucieux, puis on a peut-être une plus grande conscience des risques pour soi-même quand on est administrateur au niveau légal. Donc, le risque aussi, sur le plan de l'éthique, c'est que ça empêche d'aller vers une réflexion critique. Ça, c'est ce qui a été énoncé par ceux qui se situent plutôt dans l'éthique de la critique. Donc, j'ai-tu oublié? Ah oui, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que c'est particulièrement les femmes qui se situent dans l'éthique de la critique, et on soupçonne que c'est parce qu'elles ne font pas partie des réseaux, parce qu'elles bénéficient d'une plus grande indépendance, disons, sociale, c'est-à-dire qu'elles ne font pas partie des réseaux qu'on va appeler communément les boys clubs. Donc, elles ont une plus grande liberté de parole, elles n'ont pas peur de perdre des privilèges, elles ne risquent rien, disons, en affichant leur désaccord. Donc, pour vous donner un exemple de ce qui est dit sur l'indépendance, ici, on vous a mis une citation plutôt éloquente d'un participant français, un homme, qui dit « Être indépendant, c'est pouvoir s'exprimer librement sans crainte de représailles. » Ça n'est pas vrai, ça n'existe pas. J'ai des copains administrateurs d'une société que je ne vais pas nommer parce que j'ai un peu peur. Je l'imagine mal en train d'apostropher le président de la société, une des plus grosses du CAC 40, en lui disant « Non, non, je ne suis pas d'accord. Je crois que vous prenez mal le problème, etc. » Je ne le vois pas, ça n'est pas possible. Et puis là, on lui demande quel est le risque. Le risque qu'on le foute en l'air à la première occasion, qu'on lui taille un costard, comme on dit, une réputation dans les 6 mois qui viennent, que l'on dise qu'il est infréquentable. Franchement, s'il y a quelques patrons du CAC 40, par exemple, Louis Vuitton, EDF, etc., qui taillent un costard, façon de parler, je ne tiendrai pas 6 mois. 6 mois après, je suis banni des cercles de pouvoir. Donc, c'est assez clair, la crainte qui est associée à l'indépendance. Et puis, on parle de le souci pour l'indépendance, c'est l'indépendance financière et sociale, c'est-à-dire de ne pas risquer de perdre un certain revenu ou l'accès à un certain réseau de pouvoir. Donc, ce qui ressort, en fait, globalement des entrevues, c'est une tension entre un maintien d'intégrité, d'authenticité et le risque d'être exclu des cercles
cercle de pouvoir. Donc, la préoccupation pour la cohérence, un extrait à un homme du Québec qui dit que pour lui, la définition de qu'est-ce qu'un CA éthique, c'est chaque décision, chaque action qu'on prend, on le prend en fonction de valeurs qui sont propres à l'organisation, des valeurs qui vont dans l'intérêt de l'organisation et qui sont dans un sens d'intégrité, d'authenticité pour l'organisation. Donc, à chaque décision qu'on a à prendre, il y a un volet éthique qui est associé à ça. Enfin, en terminant, on a identifié suite à ça quelques conditions facilitantes ou contraignantes à l'expression de la sensibilité éthique, selon ce que le propos des participants. Et bon, donc les conditions facilitantes, c'est avoir une indépendance sociale et financière, évidemment, protéger son indépendance tout en ayant des alliances, avoir certaines stratégies pour ne pas être seul à prendre la parole, ce qui augmente la crainte, et assurer des espaces de parole pour discuter de l'éthique. Les éléments contraignants sont plutôt dans le sens du manque de transparence dans les dossiers et dans le partage de l'information, c'est-à-dire la transmission des dossiers à l'avance, à temps, pour que chacun puisse prendre connaissance des informations. Puis bon, il y a une asymétrie de l'information, de l'accès à l'information, et une limite de l'expertise. Les dossiers sont complexes, donc on parle d'une crainte de ne pas avoir les compétences requises pour se positionner de façon éclairée. Et l'aspect de l'animation des séances, on en parlait en première partie d'ailleurs. Ce qui nous mène à vouloir nous intéresser, à accorder une importance importante à l'agentivité éthique. Parce qu'en fait, ce qu'on répond à notre question, si la sensibilité éthique peut se manifester dans un processus décisionnel complexe en conseil d'administration, oui, mais pas toujours. Puis ce que ça prend, c'est notamment une plus grande agentivité éthique pour activer la sensibilité éthique ou pour pouvoir la déployer, disons. Et brièvement, là, ce qu'on entend par agentivité éthique, c'est la capacité d'avoir une réflexion sur l'éthique, donc sur les valeurs, les principes qui guident notre action, et le pouvoir concret de pouvoir agir en cohérence avec son propre schéma de valeurs dans un contexte qui le permet, en déployant les stratégies qui le permettent et en ayant l'indépendance requise. Il m'appartient de conclure sur ce point. Au regard des entretiens qui ont été menés, alors évidemment tout n'a pas été retraduit ici parce que il y a d'autres traitements actuellement en cours. Ce que l'on peut dire, c'est d'abord la sensibilité éthique existe au niveau des administrateurs que nous avons pu rencontrer. C'est-à-dire que c'est bien un élément qui rentre dans le processus de raisonnement, de réflexion et de décision, d'action ou de communication. Alors, ce n'est pas uniformément partagé. Il y a quelques administrateurs qui disent non, nous on reste sur une rationalité strictement économique, par exemple. Ce n'est pas la majorité. Et puis, ce qui déclenche la sensibilité, c'est-à-dire que la sensibilité éthique, derrière, on a un travail en cours sur la définition de sa composition, c'est-à-dire quelles sont les valeurs auxquelles les administrateurs sont sensibles. D'accord ? On s'aperçoit qu'en fait, il y a une variété assez importante en fait, de valeurs, donc finalement de fondements éthiques. Une différence entre le Québec et la France, qui est assez notable, avec en nombre, ça ne veut pas dire en meilleure ou en moins bonne, mais en plus grand nombre en France qu'au Québec. Donc ça veut dire que finalement le corpus de valeurs de référence pour mobiliser la sensibilité éthique serait plus étroit. Et toujours, c'est rien de péjoratif au Québec qu'en France, sur la base de ce que l'on a pu voir. Deuxième élément, cette sensibilité éthique, alors on peut revenir sur la notion de, enfin à la fois sur la recherche, mais aussi sur des activités institutionnelles ou de régulation, c'est que cette sensibilité éthique, on sait qu'elle est fondamentalement construite et enrichie par la formation, par la discussion, par l'échange. Donc ça veut dire que ces administrateurs sont aussi demandeurs, finalement, de formation au thème, pas nécessairement un thème technique. Deux derniers points. Il y a non, un seul point, excusez-moi. Le dernier point, c'est que ce qui semble être le plus difficile, c'est de mobiliser la sensibilité éthique qu'ils ont dans une vision critique, c'est-à-dire dans le fait de pouvoir dire « j'aimerais que l'on discute d'un sujet qui me pose problème, qui me tracasse ». Ça veut dire que ça pose la question de l'espace délibératif, en fait, au sein des conseils ou autour des conseils, avec le rôle du on, le rôle du off, ce sont des choses que l'on a discutées avec eux,
La question, est-ce que le off est normal? Est-ce qu'il est logique, quand on est administrateur, à un moment donné, d'arriver en conseil avec quelquefois des dossiers qui ont été très fortement avancés, et pas nécessairement de façon institutionnelle, c'est pas nécessairement de façon classique ou officielle, et de devoir dire finalement, je découvre le dossier la veille ou l'avant-veille, et comme on est ici pour échanger, on sait qu'en France, c'est 2 semaines avant, et la réalité de ce qu'on nous annonce, c'est quelquefois le matin même à l'ouverture, parce qu'il y a des problèmes stratégiques importants, parce que... Donc voilà, ces administrateurs, en fait, ont une vraie sensibilité, la mobilisent, et on va certainement continuer à fouiller beaucoup là-dedans. Merci beaucoup.